cours du 19e siècle, on peut remarquer que la récompense en tant que première et principale motivation est une constante. Peut-on donc dire que sans l'appât du gain ou sans la reconnaissance, le sauveteur courageux n'aurait pas existé? On peut dire que les premières récompenses honorifiques sont proposées justement souvent en contradiction avec l'idée d'une récompense pécuniaire, d'argent. La toute première, en France, qui donne lieu à un débat, c'est une médaille que la ville de Paris propose de frapper sur la demande de quelqu'un qui est c'est même l'inventeur du terme secourisme, qui s'appelle Philippe Nicolas Piat. Piat, oui, donc oui, le pharmacien. Pharmacien, créateur de la réanimation, créateur en France, qui a ramené la réanimation cardio-pulmonaire en France. Tout à fait. Donc le point clé des morts par la noyade et donc de la réanimation. Voilà, dans les années donc 1780-84. Donc avant la Révolution. Juste avant la Révolution française, Philippe Nicolas Piat est échevin et pharmacien. Échevin, ça veut dire en fait conseiller municipal, en gros, voilà. Donc, il y a la technique de secours proprement dite, de réanimation, mais aussi il y a le fait d'étudier ça de manière empirique et un peu rationnelle, donc de faire des statistiques sur combien de personnes on a réussi à réanimer, quelle méthode on a employée, combien de temps était-il resté dans l'eau. Le pharmacien Piat donc avait été le premier à avoir mis en place, donc qui était en fait, je crois que il avait pris ça en fait des Anglais, il me semble, ou peut-être des Hollandais, des espèces de boîtes à secours. Boîte de secours, oui. Alors oui. Donc en fait, nous en mettant des DSA dans la rue, dans des endroits publics, on n'a rien de nouveau, on n'a rien inventé. En fait, le père Piat, j'ai envie de dire, il avait déjà mis des petites boîtes de secours fermées avec. Pas des petites boîtes de secours. Des boîtes de secours. Mais Piat, en fait, donc, il veut faire des statistiques, il veut réfléchir sur les techniques, il veut faire une revue. Et il en aboutira à dire et à demander à la ville de Paris, qui ensuite, d'ailleurs ce sera repris dans quelques grandes villes de France, Nantes, Lyon, etc. Il dit il faut mettre à disposition des personnes un certain nombre d'éléments. Donc, j'avais mis dans le livre l'ensemble de la liste, un petit peu. Il y a une plume pour chatouiller sur le nez, pour essayer de faire vomir la personne, il y a du camphre pour la frictionner, il y a une pipe fumigatoire pour lui insuffler de la fumée par le fondement. Par l'anus, en fait, car c'était une technique. Incroyable. Oui. Donc c'est des pipes spéciales, on faisait brûler du tabac, puis il y avait un tuyau qui repartait, et on pouvait l'insérer dans l'anus, car on pensait, ou on avait pu constater, qu'insérer de la fumée dans l'anus pouvait aider à la réanimation, faire vomir la personne. Bon, on n'avait pas du tout la technique, car nous sommes encore à une période où on n'explique pas tout à fait la respiration. On n'a pas encore compris la notion de gaz carbonique et le passage du gaz carbonique dans le sang. Donc du coup, c'est pour ça aussi que sur la mort apparente, Piat va lutter, lui, pour imposer le fait que ça n'est pas parce que la personne a l'air décédée qu'elle l'est. Même au bout de 20 minutes, 30 minutes, il faut essayer de la frotter. Et en fait, l'essentiel de son argumentaire et de son souci, c'est de convaincre les gens qu'il faut faire quelque chose. Alors parce qu'à l'époque, les gens ne faisaient pas spécialement quelque chose dû au fait qu'il y avait un problème avec la police, en fait. Une rumeur disait, mais c'était plutôt une rumeur, qu'on n'avait pas le droit de toucher un noyé avant que les sergents de ville arrivent, avant que la police soit présente. Et parfois, donc les gens tiraient les personnes et ne faisaient rien. Lui, il va lutter, et il va même demander de l'argent à la ville, il va mettre en place un système de primes qui va durer jusqu'à très longtemps, qui va être repris jusqu'au milieu du 19e siècle, même fin du 19e siècle. 2 francs de l'époque, on dirait aujourd'hui, je ne sais pas, disons 50 € peut-être, ou 100 €, pour avoir tiré un corps de la Seine, 100 € ou 200 € pour avoir tenté de le réanimer, et 300 si vous y avez réussi. Voilà, alors c'est là on est, et là donc à partir de ce moment-là, le citoyen, on va dire, commence à s'activer par rapport à une association de sauveteurs en mer qui avait été mise en place, où en fait ils connaissaient spécialement pas de grand succès par rapport au nombre de participants, et à partir du moment où on a commencé à mettre en place donc des récompenses diverses, donc que ce soit honorifiques ou pécuniaires, il y a eu une fréquentation plus accrue en fait des participants, enfin des secouristes et des sauveteurs en mer. Donc c'est pour ça en fait, par rapport à tout ça, je me permets de poser la question, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu cet appât du gain,
on va dire, cet encouragement matériel, stimulation, la médaille est un encouragement quand même matériel, la récompense. Réussit à obtenir la mise en place de ces primes. Ouais. Car ce qui l'intéresse, c'est que effectivement les gens sortent les corps. Ouais. Bon, donc ça y est, ça marche. Plus encore, quand même, il met en place aussi, d'où le terme de secouriste, qui pour la première fois est employé en ce sens. Il dit, les agents de ville, les gardes des ports de Paris, il faut leur apprendre quand même... Formation, premier secours. Formation, premier secours, tout à fait. Il est le premier à mettre ça en place. Et il crée un corps, un petit peu de gens qui sont formés. Pour le citoyen... Donc, ensuite, il dit, il faut une boîte. Donc, elles sont mises au bord des ponts, elles sont grandes, elles font 1,50 m, en beau bois de Hollande. Il y a toute une description. Il y a plein d'objets, donc dont la pipe fumigatoire. Il y a aussi, à l'intérieur, les instructions, la liste, les instructions... la prime potentielle qu'on peut gagner pour inciter les gens. On ne peut pas la fermer à clé, parce que sinon ils ne pourront pas s'en servir. Mais il faut les surveiller, les entretenir. Bon. Et puis, au bout de quelques années de fonctionnement et de fonctionnement positif de ces boîtes, Pia va, devant le conseil municipal de Paris, revenir à la charge en expliquant il nous faut maintenant une médaille, il nous faut une récompense. À l'époque, nous sommes encore sous l'Ancien Régime, jamais on ne donne de médaille ou de quelque chose qui ressemblerait à un ordre honorifique à des roturiers. Les ordres honorifiques qui existent sont réservés à la noblesse. Donc il y a déjà, ça transgresse un petit peu quelque chose, et Mépia argumente en disant, l'homme d'honneur, quelle que soit sa condition, il ne fait pas ça pour l'argent. Première chose. Non, plutôt, je m'excuse, le raisonnement est plutôt dans le sens inverse. D'abord, il dit, les gens d'honneur, les aristocrates, on ne peut pas leur donner une prime. Une personne de condition qui a aidé à réanimer un noyé, on ne va pas lui donner 100 €. Surtout qu'il a déjà de l'argent. Oui, c'est ridicule. Ça, il nous faut donc, quand même, pour récompenser l'acte, ou quand il s'est vraiment investi, quelque chose de symbolique. Donc nous proposons de frapper une médaille, donc en argent, on va dire, elle a une valeur marchande, mais c'est pas sa valeur, voilà, frapper... est marqué aux citoyens courageux avec les armes de la ville de Paris. Et il ajoute, de toute façon, même la personne de condition plus modeste, il y en a beaucoup parmi eux, ils n'ont pas envie de toucher de l'argent. Ils apprécieront beaucoup mieux une médaille. Eux aussi. C'est ce que disait Pia, en fait. Voilà, Pia va argumenter, et c'est un argument qu'on retrouve par la suite. Même une personne de condition modeste qui a peu d'argent, elle n'a pas envie qu'on la paye parce qu'elle a porté secours. Par contre, peut-être qu'elle sera valorisée, elle appréciera qu'on lui donne un signe de reconnaissance en disant qu'on la remercie pour ce qu'elle a fait et qu'on lui donne une médaille symbolique, un souvenir en quelque sorte. Alors en fait, on commence, on va dire, à être actif, un acteur, on va dire, des secours, à partir du moment où on commence à bien vouloir le reconnaître en tant que tel. Donc il y a quand même, la reconnaissance. Il y a cette besoin de reconnaissance. À partir des années 1880, les associations de sauvetage attirent l'attention sur le fait que des personnes, lorsque vous portez secours à quelqu'un, à cette époque il n'y a pas de responsabilité civile, il n'y a pas de sécurité sociale, eh bien, si par exemple vous arrêtez un cheval emporté, et effectivement c'était un type d'acte assez courant. Dans les villes, il y avait beaucoup de chevaux. Les chevaux, parfois, partaient attachés à une charrette dans une petite rue de Paris. La seule chose à faire, c'est se jeter à la tête du cheval. Alors, ça ne demande que du courage. Car si personne ne le fait, le cheval continue, il écrase tout le monde, les femmes, les enfants, le chariot est derrière. Donc il faut une personne suffisamment courageuse pour se jeter aux morts. Mais bien sûr, on se fait traîner, souvent. Et après, emporté par les roues aussi. On risque de se faire écraser par les roues, d'avoir des membres broyés, parce que moi, donc, après j'avais regardé un petit peu les types d'actes qu'on récompensait. Effectivement, jusqu'aux années, on peut dire 1890, 95, même 1900, c'est l'une des premières causes de récompense parce que les autorités savent que c'est un danger pour lequel il est important de récompenser symboliquement les gens, parce qu'il faut que les hommes qui en sont capables. Alors, quand on regarde leur profession, j'avais regardé leur profession, on voit que, bon, évidemment, les cochers, des agriculteurs, sont parmi des personnes qui font des métiers, les artisans, sont souvent
ceux qui le plus souvent se jettent à la tête des chevaux parce que ce sont aussi ceux qui sont dans la rue, qui sont au bord déjà, marchés, et puis ce sont des travailleurs manuels, ce sont des gens un peu forts qui ont l'habitude des animaux. Oui. Les autres qui se jettent souvent à la tête des animaux sont les gardiens de la paix. Mhm. Car dans Paris, ils sont présents et on va les inciter aussi à le faire et on va les récompenser symboliquement, leur donner la médaille chaque fois qu'ils le font et on voit que progressivement, ce sont aussi beaucoup ces gardiens de la paix qui sont récompensés. Mhm. Donc pour un type d'acte, on pourrait dire que pour ce type d'accident, l'incitation par la récompense était un vrai moyen quand même, était nécessaire, était utile. Alors, mais... la médaille des sapeurs-pompiers, j'avais travaillé là-dessus, sera créée dans les années 1880, dans le souci de préserver la valeur de la médaille pour acte de courage et dévouement. Car le risque était, où on s'était mis à se demander s'il n'y avait pas le risque que tous les sapeurs-pompiers arrivant âgés, au bout de 20-25 ans, on dise oui, il a quand même fait des actes courageux, il mérite la médaille pour acte de courage et dévouement. Et pour préserver la valeur de celle-ci, on créera la médaille des sapeurs-pompiers, qui est plutôt une médaille d'ancienneté. Okay. Là est considéré par les autorités le fait que donner la Légion d'honneur va effectivement conférer une certaine notabilité. Alors, c'est toujours difficile à évaluer. Au XIXe siècle, indiscutablement, sous la Troisième République, beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, c'est un sujet de sociologie qui n'a, à ma connaissance, jamais été traité. Il n'est pas facile à traiter, parce que on entend, et moi j'ai souvent posé la question, discuté avec pas mal de personnes différentes, qui souvent disent bon, les Légions d'honneur, les décorations aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Puis au bout d'un petit moment, vous discutez avec elles, vont dire oui, bon, c'est vrai que les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour l'obtenir. Et voilà, au bout d'un moment, quand ils sont plus en confiance, vont dire oui, en même temps, dans l'administration, dans la haute administration, c'est très important. Parfois, par exemple, c'est ne pas l'avoir qui, arrivé à un certain âge, peut apparaître comme une sorte de sanction. Une sorte de sanction, ouais. Surtout, alors, par exemple, dans l'armée, dans des fonctions de ce type, arriver vers une fin de carrière sans l'avoir, sans être même chevalier, peut être comme une sorte de forme de disgrâce. Et de marquer que si on ne vous l'a pas donné, c'est sans doute y a-t-il une raison. On remarque rapidement que les décorations et les prix sont fortement liés à de multiples organisations philanthropiques ou à des philanthropes directement. Baron de Montillon, Carnegie, Citoyen Grégoire, Baron de Guérando, Jérémy Bentham, Benjamin Delessert, etc. etc. Eux-mêmes étant avant tout des économistes, entre autres forcenés. Les décorations sont-elles un outil politique issu d'une nécessité économique ? Elles ont pu contribuer à remplir des objectifs économiques. Il y a la Légion d'honneur. Aucune autre décoration n'est créée avant la Troisième République, sauf deux. La première, 1820, c'est notre médaille des sauveteurs. Oui, voilà. Celle qui vous intéresse. Oui. C'est pour cela que, moi j'ai beaucoup travaillé sur le fait qu'elle sera dénommée souvent la Légion d'honneur du pauvre. Oui, voilà, exact. Vous en tout un imaginaire valorisant autour de cette médaille. Donc presque tous les officiers arrivant à un certain grade étaient nécessairement lors de la Légion d'honneur pour compléter leur pension. Ah, ok, intéressant. Bon, laissons ça de côté, c'était concerné un peu. En général, les hommes du rang, eux, n'avaient pas la Légion d'honneur, par contre. Ouais. Le paysan mérite autant, tout un discours qui va avec. Et ensuite, plein de médailles pour chaque corps de fonctionnaires, mes sapeurs-pompiers, tous. Et au fil du temps, tellement qu'on en arrive au temps du général de Gaulle, allons vite, 1960, 42 médailles civiles, là, je ne parle pas des militaires, je laisse de côté, parce que là, on multiplierait encore plus. Et les médailles de campagne, bon, impact. Moi, je m'étais beaucoup intéressé au fait que même les gens qui disent les décorations, c'est rien, quand on commence à creuser, ils disent oui, moi j'ai quand même la décoration de mon grand-père qui est accrochée au mur ou qui est dans un tiroir, qui est mort à la guerre. La croix de guerre de mon grand-père, on me l'a donnée, je m'en séparerai jamais, je la donnerai à mes enfants. C'est comme une relique familiale. Bah oui, c'est une relique familiale. Ou même dans les milieux ouvriers, où la médaille du travail, qui était très mal vue et discutée, car le bon travailleur qui est resté 20 ans, eh bien moi j'avais trouvé des romans, et on me l'a parfois reproché d'avoir cité cet exemple. Pourtant, la médaille du travail, chez un vieux travailleur pas spécialement docile, mais qui quand même en tirait la fierté qu'elle incarnait
voilà. C'est un peu l'âme de la famille, l'âme de la décence de la famille, Oui, en tout la cas, souffrance de la personne qui est encore dans la travail, et finalement une forme de reconnaissance. Voilà. On aura le cas encore plus ambigu sur lequel moi j'ai aussi peu de gens travaillent, qui est très intéressant, c'est la médaille dite de la famille. En fait, c'est la médaille de la mère de famille nombreuse, sa vraie destination. Ah. Il fallait avoir plus de 3 enfants, ou plus de 4 enfants vivants, et même au début, bien élevés. Ah oui. On retrouve l'idée d'encouragement. Pas n'importe quels enfants, pas. Il faut quand même produire du bon travailleur, quoi, du travailleur discipliné, quoi. Bien élevé, oui. En 1884, nous sommes au début de la Troisième République. Oui. Là, juste au moment où même les grandes lois de la République sont votées, loi sur l'obligation scolaire, Jules Ferry, voilà, gratuité, et les associations de sauvetage disent c'est scandaleux. Des gens qui portent secours, c'est à la nation de les indemniser et d'indemniser encore plus leurs familles s'ils sont décédés. On vote à l'Assemblée nationale à l'unanimité une loi pour indemniser les sauveteurs. Nous sommes en 1884 et il faut que la loi passe au Sénat. Les sénateurs les plus libéraux, on peut dire, vont dire ouh là là, on ouvre là une sorte de dette sur la nation. Certes, ce sont des actes héroïques, mais c'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas nous permettre, comme ça, de dire que nous allons indemniser ces sauveteurs. Pourtant, dans le rapport et à l'Assemblée nationale, ce qui avait séduit, on peut dire, les députés, et ils n'avaient pas osé s'y opposer, c'était l'assimilation de ces sauveteurs aux soldats, morts pour la nation, et même on mettait le sauveteur, on parlait aussi du scientifique, celui qui faisant une recherche, ça explose, il serait blessé, il serait victime du virus sur lequel il travaille. Alors il mérite aussi il est une victime du devoir. On inventera cette notion. Nous allons voir que ça va répondre à votre question. Finalement, donc le Sénat votera contre, la loi est enterrée. Pendant 50 ans, les associations, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, déposent des propositions, enfin trouvent des députés pour faire des propositions de loi. Aucune, j'en ai compté, je les ai aussi cherchées toutes, celles qui avaient été déposées, en tout une trentaine. Oui, vous avez une listing des deux. Oui. Aucune ne vient en discussion. Alors on a quand même là visiblement une volonté, si je puis dire, de la politique à écarter la responsabilité qu'elle a par rapport aux dépenses, en fait. Là, on est dans les dépenses. Tout à fait. Donc en fait, finalement, ça convient bien aux politiques qu'il y ait une espèce de presse qui s'occupe un petit peu de cette gesticulation pour occuper l'attention, au final. Tout à fait. Alors, de fait, pour aller jusqu'au bout de votre réponse, comme le politique jamais ne laisse revenir une seule de ses propositions de loi en discussion. Certaines sont signées par Jean Jaurès, donc plutôt par des gens de gauche ou de la gauche républicaine. D'autres sont signées plutôt par des gens qu'on qualifierait de la droite nationaliste de l'époque, qui va souvent beaucoup revenir là-dessus en disant c'est scandaleux, ces gouvernements républicains traitent mal le peuple, vous voyez, les gens courageux n'ont même pas leur récompense. Bon.